Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. C'est la Bourse Cash. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne et vous allez rendre, Igor, votre verdict. Ce verdict est-il clair? Toujours. Pour vous, et je découvre donc vos délibérés en même temps que nos auditeurs, pour vous, le pétrole est une énergie d'avenir en bourse. Ce verdict, vous l'assumez? Oui. Le pétrole est une énergie d'avenir en bourse. Tel est votre verdict. Igor, franchement, vous n'avez pas honte? Bah écoutez, c'est en bourse. Hein. Le pétrole est une énergie. On peut plus dire ça. Je suis pas le seul à le dire. C'est saut années 90 de dire ça. J'ai l'impression que je suis pas le seul à le dire récemment. Bon, tout le monde sait. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans les marchés, 25 ans qu'on me dit que le pétrole, il y en aura plus, ça sert à rien. Et on est quand même aujourd'hui à une demande mondiale de 104, 105 millions de barils jour. Donc ça progresse petit à petit, tous les ans, et on ne peut pas s'en passer. Et le propos trumpien qui est de dire « we will drill, baby drill », c'est-à-dire « nous allons forer », en fait, ça conforte l'idée qu'en s'abstenant des contraintes réglementaires, climatiques, il remet le pétrole au centre de la ressource énergétique mondiale du capitalisme. Donc après, on peut voir l'impact sur le prix du baril ou pas, mais je pense que c'est principalement ça l'enseignement de son propos. Et le deuxième, c'est qu'en fait, et je rebondis sur ce qui a été dit auparavant, c'est que les effets d'annonce de Trump sont faits uniquement pour attirer l'épargne mondiale dans son pays. Quel que soit le secteur, que ce soit la crypto, que ce soit l'industrie pétrolière, que ce soit les industries qui sont concurrentes en Europe et qui doivent produire aux États-Unis pour éviter les droits de douane. Et en fait, c'est tout ce qu'il fait et c'est aussi pour ça que les actifs dollarisés montent. Je comprends, mais quand vous dites le pétrole est une énergie d'avenir en bourse, mais quelque part, ça me surprend parce que Donald Trump veut faire baisser les cours du pétrole. Si les cours du pétrole baissent, il faut, en tant qu'investisseur, faut pas investir sur les majors pétrolières. Elles vont souffrir, comme elles vont baisser. Il n'est pas seul à déterminer les cours du pétrole puisqu'il en produit entre 13 et 14 millions au jour, et il y en a plus ou moins 104 qui sont produits. Donc il y a l'Arabie Saoudite, l'OPEP, il y a la Russie, et puis il y a les majors qui ne produisent pas à n'importe quel prix. Donc ça fait un ensemble de paramètres qui me font dire que on est loin du seuil qu'on a connu pendant le Covid, du prix du baril, et on est très loin des plus hauts aussi. Donc évidemment, le prix du baril, ça dépend avant tout de la demande et de l'offre. Mais ce qu'il nous dit, c'est que regardez cette industrie. Et moi, quand je regarde les multiples de valorisation, particulièrement en Europe, sur le DJ Stocks Oil and Gas européen, c'est une industrie qui n'a pas performé en bourse de manière absolue, de manière relative. Et quand on regarde par exemple les multiples de Total Energy qui en plus souffrent de la décote française, on est à un PE 2025 de 6,5, 6,7. Donc pour moi en tant qu'investisseur, c'est vraiment un appel, quel que soit le prix du baril, puisque en fait ce qu'il faut c'est quand même voir la progression des cash flows dans ces entreprises. Oui, mais est-ce que les cours du baril sont suffisamment élevés ou vont rester suffisamment élevés pour que forer soit rentable? C'est un peu comme en Chine, vous savez, les autorités chinoises demandent aux Chinois de faire plus de bébés. Ils autorisent les Chinois maintenant à faire 3 bébés par femme. Et c'est pas pour autant qu'elles les font, parce qu'elles n'ont pas envie, un contexte qui fait que... Et pour le pétrole, c'est pareil. C'est pas parce que le pétrole, les forages sont autorisés qu'il y aura forcément beaucoup plus de production, parce que c'est peut-être pas assez rentable en l'occurrence quand même. Je connais pas le temps de grossesse d'un champ de pétrole, mais je pense que pour l'instant, ces niveaux de prix, d'abord, le pétrole saoudien coûte beaucoup moins cher à produire, donc on a encore une marge de manœuvre. Et puis, le choc d'investissement, le choc de croissance qui se profile ou pas, mais il est censé aussi avoir un impact sur la demande. Donc, faire des prévisions du prix du baril, je me souviens avoir rencontré beaucoup de PDG de Total Energy, et c'est très difficile, même eux, mais le niveau de prix de revient en cash flow, je pense qu'on y est là. Dans un contexte où on aura de plus en plus besoin d'énergie, Donald Trump le disait, c'est pas ses chiffres à lui, c'est des chiffres connus, les États-Unis auront, et l'Europe aussi sans doute, besoin de 2 fois plus d'énergie, ne serait-ce que pour répondre aux besoins croissants de l'intelligence artificielle. Oui, bon, c'est pas nécessairement le pétrole qui va répondre à ce besoin d'énergie, c'est plutôt les équipements haute tension. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que de toute manière, que Trump ait décidé de drill baby drill ou pas, le pétrole, il fera encore pour une trentaine, quarantaine d'années la pluie et le beau temps sur les marchés de l'énergie. Et
les grandes majors pétrolières sont des majors suffisamment diversifiées pour qu'on en ait besoin. Je pense notamment aux GTT, géophysique, etc., qui sont à corps perdu dans le gaz, dans l'ingénierie du gaz, dont on va avoir besoin pour sortir du pétrole à un moment donné, parce que ça c'est inéluctable, mais c'est à horizon plusieurs décennies. Et effectivement, il va y avoir un effet rareté et un effet savoir-faire qui va nécessiter beaucoup d'investissements dans ces majors pétrolières. Et on en reparlera dans Valeur Ajoutée, puisque la pépite de nos experts du jour, Talence Gestion, c'est Valourec, figurez-vous, comme par hasard. Ils sont à l'achat sur Valourec, ils nous expliqueront pourquoi. Rendez-vous à 16h15 tout à l'heure, Valeur Ajoutée, puis le replay ensuite, bien sûr, sera retrouvé sur l'application BFM Business. Et pendant ce temps, Igor, c'est ici que ça se passe, j'ai envie de vous dire. Eh oui, Donald Trump attire l'attention, mais en fait, boursièrement parlant, c'est ici, en Europe, que ça se passe. Depuis le début de l'année, enfin, effectivement. Les indices européens progressent plus que Wall Street, et à Paris, aujourd'hui, on est en train de signer une 9e hausse d'affilée. 9 hausses d'affilée. Alors certains disent que ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu une telle série sur le CAC 40, on va vérifier ça, mais 9 hausses d'affilée. On progresse à Paris sur le CAC 2,5 fois plus que sur les indices américains. On n'avait jamais eu la sous-performance relative du CAC 40 sur les 6 derniers mois, historiquement, par rapport et à l'Europe et aux États-Unis. Donc vous avez un retournement parce que aussi le CAC 40 était revenu dans des zones d'achat en termes de valorisation. Le PDG de BlackRock, on a aussi tiré les leçons. Oui. Donc après, vous avez des grandes valeurs industrielles internationales qui font les mêmes choses aux États-Unis ou en Europe. Airbus, bon, parce qu'elles sont cotées en France ou en Hollande ou en Europe, elles sont décotées. Donc voilà, on est dans une phase où, en plus, il se trouve que sur le plan institutionnel, on n'a pas de brouillage sur la ligne pour l'instant, mais c'est un moment où effectivement il faut racheter un peu de valeur du CAC 40 qui est très tiré par, et on en parlait tout à l'heure, par les valeurs du luxe. Alors effectivement, on peut en parler tout de suite. Le réveil du luxe, Igor, se confirme. C'est dans l'ambiance. C'est le luxe qui revient, voilà, qui se réveille. Après Richemont, il y a quelques jours, Burberry publie à son tour des résultats au-dessus des attentes. Fait du bien. On achète le secteur, c'est le vrai réveil là, Igor ? En termes de valorisation, c'est un secteur qui a subi, entre guillemets, une décote presque plus forte que d'autres secteurs, puisqu'il vient de plus haut aussi. Ce qui est rassurant, c'est peut-être complètement anecdotique, mais la présence de Bernard Arnault lors de l'investiture de Donald Trump, bon, c'est un des hommes les plus riches du monde, c'est aussi celui qui a possédé la plus grande société de luxe, c'est aussi le plus grand patron français, donc ça veut peut-être dire qu'un canal de communication sur ces sujets douaniers est ouvert. Je n'en dis pas plus, simplement c'est mieux qu'il ait été là que pas là, j'imagine, pour le sujet douanier. Après, est-ce que l'environnement de consommation des consommateurs de luxe et de très haut luxe est un peu moins mauvais qu'on ne l'a anticipé? C'est probable, à confirmer avec la publication de LVMH la semaine prochaine. Voilà, ce sera mardi soir effectivement la publication à suivre de LVMH. En attendant, on a aujourd'hui donc Burberry qui publie au-dessus des attentes. Alors, c'est pas fabuleux, hein. C'est-à-dire que les ventes reculent, mais elles reculent. C'est quand même négatif. Ouais. Voilà, elles reculent quand même les ventes de Burberry, mais elles reculent 3 fois moins que ce qu'on attendait. Alors que celle de Richemont, elle progresse plus. C'est-à-dire qu'on voit que dans cet univers, il y a vraiment des situations extrêmement disparates. Burberry, c'est moins mauvais qu'attendu. Richemont, c'est bien meilleur qu'attendu. Oui, puis sans doute des positionnements boursiers qui étaient significativement short et mauvais autour du secteur du luxe, qui nécessitent qu'on rachète ces valeurs. Je voyais Kering qui, en plus, a tendance à être un petit peu faiblard au sein du secteur du luxe. Il montait de plus de 8% ce matin sur la nouvelle de Burberry. Wow. Et de la même manière que, à mon sens, il y a eu des choses qui ont été un petit peu exagérées autour du secteur de la Big Pharma concernant les déceptions éventuelles sur les tests des médicaments contre l'obésité. Là, on a vu Novo Nordisk tomber comme une pierre. Même Sanofi, pas trop mal. Et Sanofi s'en est quand même pas trop mal tiré. Vous voyez, il y a sans doute des effets d'exagération de certains, peut-être même des petites crevaisons de bulles spéculatives ou au contraire des rachats de positions qui étaient très très fortement à découvert. Oui, effectivement. Et ce secteur du luxe qui porte notre CAC 40, notre CAC progresse quasiment 3 fois plus que l'Eurostock 50 aujourd'hui. Le CAC gagne 0,4%. C'est donc la 9e hausse d'affilée, une des meilleures séries historiques de la bourse de Paris. Alors que le Japon met la pression quand même. La Banque du Japon a relevé ses taux la nuit dernière. On savait que le Japon était une île, mais alors d'un point de vue monétaire, c'est encore plus une île là en l'occurrence. Ils sont très isolés le Japon. C'est l'une des rares grandes banques centrales à relever ses taux. Est-ce que ça, à force, à mesure qu'elle va sans doute poursuivre ses remontées de taux, ça pourrait finir par mettre la pression sur notre marché de la dette, puisque les Japonais sont de gros investisseurs sur la dette européenne ou américaine? Je ne sais pas, la situation des taux d'intérêt japonais est quand même très particulière. Ils les remontent, mais ils sont toujours à 0,5. Je ne crois pas qu'on puisse en tirer une leçon. Le message, c'est
parce qu'il y a cet environnement douanier, j'ai l'impression, et Donald Trump l'a dit, mais en Europe on en a besoin, nous on a plutôt besoin de taux faibles. Parce que quand on creuse les déficits ou qu'on a une politique expansionniste, il vaut mieux que l'argent public ne coûte pas trop cher. Donc j'ai plus l'impression que sur le sujet européen et américain, on sera dans une modération des taux et plutôt des baisses, mais des hausses. Il faudrait que le moteur de croissance reparte très très vite, très fort, avec des implications inflationnistes. Bon, après les Japonais, ils peuvent pas tout investir chez eux parce qu'il n'y a pas de rendement. Ils ont une grande partie de la dette domestique et il faut aller chercher, comme c'est des créateurs de valeur quand même, aller chercher d'autres papiers obligataires. Ouais, les Américains ont besoin des Japonais. Le Japon, les Japonais, c'est les premiers créanciers internationaux des États-Unis, juste derrière les Américains eux-mêmes. Devant les Chinois. Les Japonais sont plus gros créanciers que la Chine vis-à-vis de la dette américaine. Oui, alors les Japonais sont protégés militairement par les Américains, ce qui n'est pas le cas des Chinois. Il y a aussi cette donnée. Merci beaucoup Igor de nous avoir accompagnés. Igor Demac pour Vital Épargne, régulièrement à nos côtés sur BFM Business.